Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. La mer Égée entre la Turquie et la Grèce, un point de passage pour les réfugiés qui tentent de gagner l'Europe. Mais les naufrages sont fréquents. Ce soir, dans Code 24, nous irons à Dikili, un petit port de pêche turc qui fait face à l'île grecque de Lesbos. Il y a 30 ans, le réacteur 4 de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl explosait. Il s'agit du plus grave accident nucléaire de l'histoire à ce jour. Les conséquences sanitaires de cette catastrophe en Ukraine, en Russie et au-delà restent largement incomprises. Au Mali, dans le Sahel, 3000 soldats français sont toujours sur le terrain. En quoi le djihadisme reste-t-il là-bas une menace après 3 ans d'intervention française? Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. Enfin, un coup de projecteur sur la deuxième édition de la Fashion Week de Beyrouth, alors que de plus en plus de jeunes Libanais se lancent dans la mode grâce au soutien d'Espace Créatif, une ONG qui offre une formation gratuite en design de mode. La mer Égée entre la Turquie et la Grèce est un point de passage pour les réfugiés qui fuient la guerre en Syrie ou les talibans en Afghanistan et tentent de gagner l'Europe. Mais les naufrages sont fréquents. Au large des côtes turques, les pêcheurs redoutent de trouver des corps dans leurs filets. Le sauvetage des migrants naufragés est devenu quasi quotidien. Sophie Nivelle-Cardinal s'est rendue à Dikili, petit port de pêche turc qui fait face à l'île grecque de Lesbos. Dikili est un petit port de pêche de la mer Égée. L'été, c'est une station de vacances prisée des citadins d'Istanbul et d'Ankara. L'hiver, la ville appartient à ses pêcheurs. Jusqu'à l'année dernière, c'était un petit port de pêche sans histoire. Et puis, tout a changé. Sa proximité avec l'île grecque de Lesbos, juste en face, en fait l'un des points de départ privilégiés de ceux qui rêvent d'atteindre l'Europe. Moi, avec mon bateau, je ne vais pas aussi loin. C'est un bateau en bois, mais je n'y mettrai pas ma femme et mes filles sur une mer que je ne connais pas. Ils ne connaissent pas la mer. Ils sont sur des bateaux pneumatiques. C'est très dangereux. Il suffit de 10 secondes pour que la mer vous prenne. À Dikili, l'hiver n'a jamais été aussi meurtrier. Et le quotidien, jamais aussi morbide. Tout a changé maintenant. Le matin, quand on part en mer, on se demande si on va avoir des morts dans l'eau, s'il y a eu un accident. On endort mal la nuit. Une fois, avec le gros bateau, on a sauvé 57 personnes. En janvier, il n'y avait jamais eu autant de morts. Une fois 5, puis 13, 8, 16, 33. Ça n'arrêtait pas. Et une fois, 25 corps ont été ramenés dans des sacs ici dans le port. Une fois, j'ai vu un homme. Il avait 7 enfants. 6 sont morts. Un seul a survécu. Et lui, je l'ai entendu hurler. C'est l'une des pires choses que j'ai vues. Les eaux grecques sont à moins de 10 km. Mais la traversée de la mer Égée est désormais l'itinéraire le plus meurtrier au monde pour les migrants. Depuis le début de l'année, plus de 350 personnes y ont trouvé la mort. L'hiver, vous ne pouvez pas faire confiance à la mer. Le temps dont je me méfie le plus en hiver, c'est quand la mer est calme et qu'il y a des nuages. Ça peut mal tourner en 10 minutes. Tout peut basculer. Sur la côte plus au sud, dans la très chic station balnéaire de Çeşme, une petite association locale tente de combler les besoins de base des candidats au départ. Ici, tous les dons proviennent des habitants de la ville. J'habite au bord de la mer et j'ai peur pour eux. Quand il fait beau, je me dis, c'est bon, ils pourront traverser. Quand je sors mon chien, je me demande si je vais les voir traverser. Est-ce que je ferais si je les voyais? On a tout le temps ça en tête. Ce n'est pas comme avant. Je vois bien qu'ils sont dans des situations désespérées. Certains n'ont que des claquettes aux pieds. Ils n'ont que les vêtements qu'ils portent.
Ils ont quitté leur pays comme ça. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider avec cette association. L'été arrive et il faut qu'on s'occupe des vêtements d'été. Un local a été mis à disposition par un commerçant. Les bénévoles sont des étudiants, des retraités, mais aussi quelques volontaires venus d'ailleurs. J'étais en chemin pour Chios en Grèce. Mais il y a déjà beaucoup de gens là-bas qui aident. On entend toujours parler de ce qui se passe du côté grec. Mais ici aussi en Turquie, il se passe beaucoup de choses. Vous allez en Europe? En Grèce? Ou vous restez ici en Turquie? Des chaussures neuves ou un manteau chaud, ceux qui veulent rejoindre l'Europe ont déjà fait un long voyage et manquent de tout. Moi, je viens de Lashkargah en Afghanistan. Les Afghans représentent un tiers de ceux qui ont réussi à rejoindre les côtes grecques depuis le début de l'année. Selon la loi turque, ils n'ont pas le statut de réfugiés. Les Syriens non plus. Ce sont des invités, comme on dit ici. En fait, la situation est chaotique parce que, officiellement, il n'y a pas de réfugiés ici. Et pourtant, vous allez en ville et il y en a partout. Personne n'est inscrit officiellement comme réfugié. Évidemment, c'est un gros problème. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a aucun organisme pour leur venir en aide. Tous les jours, les bénévoles de l'association distribuent de la nourriture dans les hôtels bon marché de la ville. Les chambres sont pleines. Des familles entières avec beaucoup d'enfants en bas âge. Elles arrivent d'Afghanistan après plusieurs jours de marche. Tous attendent ici de reprendre leur chemin vers l'Europe. Peut-être ça semble beaucoup ce qu'on fait. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose. On ne fait que leur distribuer de la nourriture. Quand ils partent, on se sent désespéré ou en colère sur la manière dont fonctionne le monde. Ça me rend malade de voir comment ça se passe. Les petits hôtels et les pensions de famille sur la côte n'ont pas des amplis de tout l'hiver. Un circuit bien rodé. Non, ça ne pose pas de problème. On peut avoir des problèmes avec la police si on ne prend pas leur identité. S'ils ont leur papier d'identité, ça ne pose pas de problème. D'habitude, quand il fait beau et que la mer est calme, le lendemain, ils sont partis. La météo est au beau fixe depuis le matin, alors des familles sont en route, avec souvent pour seul bagage un sac à dos et un sac poubelle à la main. Ça, ce sont des vêtements. Et ça, c'est pour nager. Un gilet de sauvetage comme seule assurance tout risque et encore plusieurs kilomètres avant de rejoindre le point de départ sur la côte. Pour ces migrants, la Turquie n'est qu'un point de passage dans un très long périple. L'année dernière, plus de 800 000 personnes ont emprunté cette route pour rejoindre l'Europe. Et malgré les nouveaux accords avec l'Union européenne, malgré les frontières qui se ferment en Europe, ils sont encore plusieurs centaines à tenter chaque jour la traversée de la mer Égée. Le point de ralliement est un village de tourisme abandonné sur la côte. Depuis plusieurs jours, certains attendent là de pouvoir traverser. Je ne peux pas traverser. Il y a des problèmes. La mer est agitée. Oui, c'est ça, la mer est agitée. Parmi les familles, les passeurs. Mais ici, personne ne les dénoncera. Tout le monde veut traverser. Avec mon bateau, on mettrait 3 heures, 3 heures et demie. Je ne peux pas le faire, j'ai vu trop d'enfants morts. Il y a beaucoup d'argent à se faire, mais moi je ne peux pas. Ceux qui font des affaires comme ça sont riches aujourd'hui.
Certains sont en prison. Mais moi, j'ai vu les corps des enfants morts. Et c'est impossible pour moi. Je ne pourrais pas les emmener sur mon bateau. Les départs se font dans des criques isolées, à l'abri des regards. Sur la plage, quelques vestiges. Ici, une chaussure d'enfant perdue dans la précipitation. Là, un mode d'emploi pour canaux pneumatiques, ces bateaux de fortune sur lesquels les migrants embarquent pour traverser. À la hâte, ils doivent apprendre à les diriger seuls. Les passeurs n'embarquent pas. Dans une tente à quai, des hommes mais aussi des femmes et des enfants, arrêtés en mer par les gardes-côtes turcs, alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grèce. Ils attendent la police pour être transférés dans un gymnase municipal, une autre structure de fortune. Les autorités refusent que nous les filmions. Dans ce bus, nous disent-ils, 55 migrants. Soit on leur donne un permis de résidence temporaire pour 1 mois ou 10 jours, soit on va leur demander de quitter le pays. Ils ne sont pas arrêtés. On va prendre leur identité, on les prend sous notre protection en quelque sorte. À 2 heures de là, à Izmir, la 3e plus grande ville de Turquie, les passeurs ont pignon sur rue dans le quartier de la gare, le quartier de Basmané. Celui-là a de la silicone à l'intérieur et j'en vends 10 à 15 par jour. Cet homme n'en dira pas plus, il fuit la caméra. À près de 20 € le gilet, c'est déjà un business lucratif. Même si certains ont des scrupules et préfèrent rentrer leurs produits d'appel quand nous filmons. L'été dernier, la traversée coûtait jusqu'à 1 200 € par personne. Après l'hiver meurtrier et les nouveaux accords avec l'Union européenne, les prix ont chuté de moitié. C'est toujours une fortune, surtout quand on échoue. Dans un petit hôtel d'Izmir, nous rencontrons un groupe de Syriens d'Alep. Plusieurs familles d'un même quartier se sont retrouvées ici en Turquie pour partir ensemble en Europe. Les adultes refusent d'être filmés, la peur de la dictature est toujours là. Mais ils nous racontent leur première tentative. On a fait la traversée pour aller en Europe. On n'était pas loin, à 500 mètres de la Grèce. Et les gardes-côtes nous ont attrapés. On n'a plus rien, on a tout vendu. Maintenant, il faut qu'on emprunte de l'argent pour traverser. On doit y aller. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Je n'ai pas peur, non. C'est toujours mieux de mourir en mer plutôt que sous les bombes en Syrie. Les plus fragiles, les femmes et les enfants, sont les premières victimes des naufrages. Dans le grand cimetière d'Izmir, un carré aux allures de terrain vague est désormais réservé à ceux qui sont morts en mer et que personne n'a reconnus. Ils sont seulement identifiés par des numéros. Leur ADN a été prélevé si un parent venait à réclamer un corps. Près de la moitié sont des enfants. Des enfants de 2 ou 3 ans, de 6 ou 8 ans. Ils devraient être en train de jouer. Mais maintenant, ils sont enterrés ici. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus personne. À Dikili, les pêcheurs comptent sur le retour des beaux jours pour mettre fin au cauchemar de l'hiver. Mais personne ne se fait d'illusions. Plus rien ne sera comme avant. Tout a changé. Quand je pose mes filets en mer, je me dis qu'on pourrait attraper un corps. C'est étrange de se dire ça. Je me demande ce qu'il y a au fond de la mer. Après l'hiver, les pêcheurs se préparent à être témoins de nouveaux drames. Dans le cadre des nouveaux accords entre l'Union européenne et la Turquie, c'est à Dikili que doivent être déportés ces réfugiés, dont l'Europe ne veut pas. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Il y a 30 ans, le réacteur 4 de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl explosait. Il s'agit du plus grave accident nucléaire de l'histoire à ce jour. La centrale se trouve en Ukraine, mais le nuage radioactif s'est propagé vers le nord et plus particulièrement vers la Biélorussie, un territoire aujourd'hui encore largement contaminé.
Les conséquences sanitaires de cette catastrophe se font encore ressentir dans cette région, tout comme en Ukraine, en Russie et au-delà, mais elles restent largement incomprises. Les avis scientifiques divergent et les habitants des régions concernées ne savent pas quelles maladies sont réellement liées aux radiations, ni quel impact les doses de radioactivité ont sur la santé. Maintenant que la troisième génération a vu le jour, la question de la transmission génétique se pose. Ceux qui ont risqué leur vie pour limiter les effets de la catastrophe en 1986, les fameux liquidateurs, ont-ils contaminé leurs petits-enfants? C'est un reportage dans le sud de la Biélorussie de Gulliver Krag et Anne Maillet. 600 000 personnes ont participé à la décontamination de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire. Voici l'un des nombreux monuments érigés en leur honneur. Ivan Vitkovski faisait partie des liquidateurs, il travaillait dans la centrale. Nous l'avons rencontré pour la première fois il y a 5 ans. Il venait alors d'apprendre que les radiations avaient endommagé son système nerveux et cérébral. Aujourd'hui, il a perdu ses derniers cheveux et beaucoup de poids, mais son état s'est stabilisé. Depuis que je suis mon traitement, je me sens un peu mieux. Auparavant, je m'évanouissais d'un coup 3 ou 4 fois par an. Mais ces derniers temps, cela ne m'arrive plus qu'1 ou 2 fois. Ivan vit toujours à Naroulia, une zone dite d'évacuation volontaire, contaminée mais officiellement habitable. La zone interdite se trouve de l'autre côté de cette rivière, mais Ivan affirme que le courant y est suffisamment fort pour s'y baigner et pêcher sans danger. Ce qui l'inquiète en revanche, c'est d'avoir transmis à sa petite fille les radiations auxquelles il a été exposé en 1986. Ma petite fille souffre de symptômes similaires aux miens. Parfois sans aucune raison, ou peut-être à cause du stress, elle s'évanouit, comme ça. J'ai peur qu'elle ait hérité de mes problèmes de santé, car ces symptômes sont exactement les mêmes que les miens. Évidemment, on espère que ça va passer. Olesya a presque 5 ans. Les médecins pensent qu'elle souffre d'une forme d'épilepsie et l'ont placée sous observation. Ils ne se sont pas interrogés sur l'état de santé de son grand-père. En ce moment, elle se porte mieux, elle ne s'est pas évanouie depuis plusieurs semaines. Elle aime jouer dans ses bois derrière sa maison et d'elle-même nous raconte ceci. Il est avéré que les champignons contiennent toujours des doses particulièrement importantes de radiation, mais les traditions locales ont la vie dure. Natalia, la mère d'Olesya, nettoie et cuit soigneusement les champignons pour réduire le danger, mais elle en est convaincue, son sang est de toute façon irradié. Cela se transmet d'une génération à l'autre. Mon père est contaminé, je suis contaminée, et désormais mon enfant l'est aussi. C'est une sorte d'héritage. Olesya et sa famille vivent dans une zone contaminée. Il est donc difficile de dire si ces problèmes de santé sont génétiques ou pas. Mais au Centre public pour la médecine nucléaire de la capitale régionale Gomel, les chercheurs excluent cette hypothèse. Pour les enfants des liquidateurs ou de ceux qui ont été évacués des secteurs les plus touchés et qui ont grandi dans des zones propres, rien n'indique qu'ils aient hérité de maladies liées aux radiations. Et même parmi les descendants de liquidateurs qui vivent dans des zones contaminées, nous ne constatons aucun symptôme de dommages génétiques. Les médecins de ce centre affirment que la peur des radiations provoque des symptômes psychosomatiques. Le message est clair, la Biélorussie maîtrise le danger et les tests effectués décèlent rapidement les maladies. Tous ceux qui vivent dans des régions contaminées sont dépistés 1 fois par an. Voilà le résultat, 0,007 millisieverts. C'est le plus faible taux possible pour un patient de cette taille et de ce poids. La dose maximale fixée par la Biélorussie est d'1 millisievert par an. Au-delà, nous plaçons les gens sous observation. Oui, l'année dernière, nous avons testé 126 000 personnes et seuls 31 individus dépassaient cette limite. Et pourtant, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, la recherche a produit des résultats qui contestent l'optimisme biélorusse. Le département d'Irina Ilienko réalise des analyses d'échantillons sanguins d'anciens liquidateurs et de leurs familles. Voilà, nous injectons l'extrait d'acide nucléique dans cette plaque. Les résultats sont sans équivoque selon elle.
Nous avons commencé à publier les résultats de ces recherches qui montrent des dommages génétiques systématiques. La transmission d'un patrimoine génétique endommagé est hautement probable, indépendamment de l'endroit où vit le patient. Le risque d'hériter de différentes pathologies est manifeste. De retour à Gomel, nous rencontrons de jeunes Biélorusses dans un bar branché de la ville. Pour eux, il est évident que leur génération a hérité de maladies liées à la catastrophe. De toute façon, de manière générale, notre confiance en ces gens est très faible. Plus personne ne croit encore en la parole officielle. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants ici. Je connais des gens qui ont des enfants et qui font des allers-retours à l'hôpital en permanence. L'hôpital est devenu leur seconde maison. Et ce n'était pas comme ça avant. Il n'empêche, près d'1,5 million de personnes vivent toujours dans la région de Gomel, la plus touchée par les radiations en Biélorussie. Le taux de naissance y est même plus élevé que dans le reste du pays. Direction à présent la Russie, 1 an et demi après l'embargo qui prive le marché russe de nombreuses catégories de produits frais en provenance de l'Occident. Le gouvernement œuvre à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance du pays. La Russie produit déjà son blé, ses pommes de terre et sa viande de volaille et de porc, mais beaucoup reste à faire pour développer le secteur agricole. En période de crise, l'État compte aussi sur ses producteurs pour relancer l'économie. En Russie, le reportage de Elena Voloshin avec Thomas Lowy. Dans les rayons des magasins russes, à première vue, c'est l'abondance. Pourtant, depuis août 2014 et l'embargo décrété par Vladimir Poutine, ont disparu des étalages les produits laitiers, la viande, le poisson, les fruits et les légumes en provenance des États-Unis, d'Union européenne et d'autres pays. Katia est mère de 2 enfants. Aujourd'hui, pour elle, les courses, ce n'est plus un problème. Lorsque l'embargo a été adopté, la situation était très étrange. Les étagères des magasins étaient vides. Maintenant, il y a beaucoup de marques et j'ai vraiment le choix. Avec l'embargo, les producteurs russes peuvent investir un marché délivré de la concurrence des géants occidentaux. Le gouvernement, lui, a pour nouvelle doctrine phare la substitution aux importations. Entre 2015 et 2016, l'État russe a prévu de débourser 5 milliards de dollars pour produire local. Au sud-ouest de Moscou, dans la région de Kalouga, la machine est en marche. Surgit de terre l'an dernier, 20 hectares de serre où poussent tomates, concombres et salades. 80 hectares supplémentaires verront bientôt le jour. Un projet qui bénéficie d'avantages fiscaux, de subventions publiques et d'aide à l'infrastructure. Ici, la surprise, c'est que l'agronome en chef est hollandais, parce que ces serres ont été construites et sont exploitées grâce à des technologies venues, comme lui, des Pays-Bas. Le toit de cette serre a 6 mètres de haut. Il est entièrement automatisé. Il est doté d'un rideau énergétique de protection contre le froid. L'hiver, nous simulons le soleil pour continuer de produire. Si cette société, AgroInvest, utilise des technologies européennes, c'est parce que sur le marché russe, ces technologies n'existent pas encore. Pour la Russie, construire ses propres serres représente une étape supplémentaire à franchir dans le futur. Mais avant, il faut pouvoir produire de la nourriture pour ne plus dépendre des importations. La Russie, moins protectionniste qu'elle en a l'air pour les technologies, mais aussi pour les matières premières qui augmentent sa productivité. Dans cet élevage de truites, les technologies de maintenance des bassins sont israéliennes. Ces alevins, eux, sont arrivés des États-Unis. Nous n'achetons pas les œufs de poisson à des producteurs russes car nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de leur qualité. Malheureusement, pour le moment, en Russie, il n'y a pas d'usine et d'équipement qui pourraient nous garantir la qualité de poisson que nous obtenons avec des œufs venus d'Europe ou des États-Unis. Depuis l'embargo, les importations de poissons ont chuté de moitié, une aubaine pour les producteurs. En plus des 510 tonnes de truites par an qu'elle produit déjà, cette société s'agrandit pour d'ici l'an prochain vendre 4000 tonnes annuelles de saumon atlantique. Ce n'est rien que de dire que l'embargo a boosté notre développement. Avant, nous devions trouver et convaincre des clients. Maintenant, ce sont les clients qui font la queue.
Comme la plupart des producteurs agroalimentaires de notre pays, j'espère vraiment que l'embargo ne sera pas levé, au moins durant les 2-3 ans à venir, car nous devons nous consolider sur le marché. Cet industriel, lui aussi, a bénéficié d'aides au crédit allouées par l'État et distribuées par la région, mais les fonds n'arrivent pas toujours à destination. Lors d'une récente réunion chez le Premier ministre, le gouverneur de la région de Belgorod soulève le problème. Durant le premier trimestre, sur les 2,8 milliards de roubles promis à la région, nous n'avons reçu que 1,2 milliard de roubles. Le ministre de l'Agriculture monte au créneau. Pendant tout le mois de mars, on n'a pas arrêté de réclamer cet argent. Et on se faisait tout le temps envoyer balader. On nous répondait, on n'a pas les moyens, pas de liquidité. Le ministère des Finances se défend. Nous allouons tout l'argent que nous devons au ministère de l'Agriculture. Nous n'avons pas retenu un seul copec. Le programme de substitution aux importations manque-t-il de financement? Nous avons posé la question au ministère de l'Agriculture. C'est un problème de coordination entre les institutions, rien de plus. Cela a été soulevé au cabinet des ministres. Il y a eu des décisions et j'en suis sûr, dans les prochains jours, cela sera réglé. Bon, cela peut arriver partout. La crise économique, elle ouvre des opportunités. Donc, il n'y a pas de problème de financement? Non. Mais s'il y a bien un domaine où le budget fait défaut, c'est celui de la recherche scientifique. Cet institut public, fondé en 1944, voit ses dotations fondre un peu plus chaque année. Pourtant, lui aussi participe à l'effort global en élaborant les techniques pour fabriquer des produits qu'on ne trouve plus sur le marché russe, les fromages à moisissure et le parmesan. Les spécialistes de notre institut détiennent les connaissances qui permettent de contrôler les processus chimiques et microbiochimiques qui interviennent lors de la maturation des fromages. L'espoir aujourd'hui pour ces scientifiques, c'est que les industriels et fermiers de toute la Russie s'adressent à eux pour bénéficier d'une formation payante. La moisissure est déjà dedans? Oui, elle est dedans. Il faut l'incorporer avec les ferments? Oui, j'ai incorporé les ferments et la moisissure en même temps. Les Russes adorent le fromage et il n'y en a pas assez sur le marché. Alors les gens attendent beaucoup des producteurs locaux. Une niche s'est ouverte. Nous allons produire. Le gouvernement soutient cela. C'est pourquoi tout le monde se précipite pour se former. Si l'embargo profite pleinement à tous les acteurs du secteur agroalimentaire, la course à la compétitivité est lancée, car tout le monde sait qu'un jour, il sera levé. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Au Mali, dans le Sahel, 3000 soldats français sont toujours sur le terrain. De toute la zone d'opération de la force Barkhane, le nord du pays reste le secteur le plus dangereux. Mardi 12 avril, ce sont 3 militaires qui ont été frappés. Leur véhicule a été touché par l'explosion d'une mine. Les mines qui constituent aujourd'hui le principal danger auquel sont confrontés les militaires français sur place. En quoi le djihadisme reste-t-il là-bas une menace après 3 ans d'intervention française? Un reportage de Dorothée Oliéric et David Dameda. Il faut faire vite pour mettre la main sur les terroristes. Si les informations des militaires sont bonnes, un groupe armé se cache ici, dans ce village, au milieu de la population. Les accès sont bouclés. Les soldats sur le qui-vive à cause du risque d'embuscade. Ils repèrent et stoppent un véhicule suspect, un pick-up comme ceux qu'utilisent les djihadistes. 15. Le sergent appelle des renforts. L'homme interrogé se dit proche d'un ancien groupe rebelle. Tu lui dis que c'est bizarre parce que ici c'est une zone de non-droit du MNLA. Du coup, ici c'est une zone Moudjahou, c'est pas une zone MNLA. Donc ça veut dire que tu viens sans armes dans la zone de ton ennemi? Les militaires se montrent extrêmement méfiants. Parmi ces hommes, peut-être un terroriste ou un villageois qui soutient les groupes armés. Les Français vont fouiller le véhicule. Des armes peuvent être cachées sous le plancher du pick-up. Allez, lève-toi. Allez.
Vous cherchez un double fond? Comment? Vous cherchez un double fond? C'est ça. Pas facile avec les chèvres. Ouais, c'est pas facile. Allez, va-t'en. Un soldat lève la main pour ordonner à cet individu de s'arrêter. Vous voulez quoi ici? Vous êtes venu faire quoi ici? L'homme se prétend berger. Il explique qu'il souhaite juste traverser le village. Tout ce qui rentre et qui sort de la ville, on doit les contrôler pour qu'ils n'amènent rien d'explosif ou d'armement à l'intérieur. Excusez-moi. Il va repartir libre, mais son identité a tout de même été relevée. Sous un soleil de plomb, les militaires commencent une patrouille. Il faut occuper le terrain, être vu, intimider les habitants. Chaque maison sera fouillée. On les traquera jusqu'au bout. On est là pour ça. Hein. Et en faisant ça, vous avez l'impression de défendre la France? Ah, bien sûr, hein. Bien sûr. De quelle façon? Bah, tant qu'on est chez eux, ils viennent pas chez nous. Ce jour-là, les Français ne vont pas trouver les djihadistes recherchés. Ils se sont sans doute enfuis avant leur arrivée. La traque se poursuit dans le désert malien. Pour ne pas être repérés de loin, les hélicoptères volent au ras du sol pour éviter des tirs de roquettes. À bord, 5 personnes, dont un mitrailleur et un membre des commandos. Sur le terrain, les Français opèrent désormais en étroite collaboration avec les forces maliennes. Les Français ont l'expérience de la lutte antiterroriste, les moyens et la méthode. Les Maliens, eux, ont la parfaite connaissance du désert, mais aussi celle des coutumes et des clans. C'est à bord de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes que les combattants maliens se mêlent aux blindés français. Ils vont répéter ensemble l'attaque du lendemain. Là, tout là, c'est un terrain qui monte jusqu'à la frontière. Voilà. Avec de simples pièces en carton représentant les blindés. À 3 h du matin, 10 qui est là commence sa progression et s'infiltre le long de l'Oued. D'accord? Oui. Et ça, c'est une petite piste qui mène à la grosse piste. Sur ce type d'opération, les FAMA, les forces armées maliennes, sont en première ligne. L'objectif, c'est bien de les harceler. Et donc, mon effet majeur, ce que je souhaitais absolument faire, c'est que je ne veux pas qu'ils franchissent la frontière. Parce qu'à partir du moment où ils franchissent la frontière, pour moi, j'ai plus les FAMA avec moi. Et puis, ils sont très mobiles. C'est en morse que communiquent les militaires maliens avec leur base. Sur le terrain, pas d'ordinateur. Pour surprendre l'ennemi, l'opération commence en pleine nuit. Les groupes armés ne cherchent plus l'affrontement. Les Français doivent les rechercher jusque dans leurs planques. Nous sommes à Kidal, l'ancien sanctuaire des djihadistes. Les Français patrouillent en véhicules blindés. Il y a quelques heures à peine, une mine a explosé avant notre passage. Creusant, ce cratère de 3 mètres de diamètre, exactement à l'endroit où devait passer notre convoi. C'est très clairement pour eux le mode d'action le plus simple et en tout cas, oui, d'abord lâche et puis ensuite le seul qui véritablement leur permet éventuellement d'atteindre la force. Équipés de leurs fusils d'assaut, les militaires s'enfoncent dans les ruelles, prêts à la riposte en cas d'agression. Mais ils veulent aussi rassurer la population civile. Ces 2 dernières années, AQMI a revendiqué plus de 150 attaques au Mali. Mais aujourd'hui, sous la pression des forces françaises, beaucoup de djihadistes sont partis vers une nouvelle base arrière, la Libye. Les chiffres ne sont pas communiqués car ils touchent à la sécurité nationale et pourtant, il serait environ 2000 jeunes Français à être déjà partis faire le djihad en Syrie et en Irak, attirés par la propagande sur Internet ou par le discours des recruteurs islamistes. À Nîmes, dans le sud de la France, une 50aine de jeunes auraient rejoint le groupe État islamique en 2 ans et 6 d'entre eux seraient morts dans les combats. Les familles ignorent souvent les projets de ces Nîmois qui partent combattre pour l'État islamique. Témoignage de 2 mères dont les 2 fils sont partis faire le djihad en Syrie. On les appelle quartiers prioritaires.
25 000 habitants vivent dans les 4 cités de Nîmes. Ce n'est pas une ville dans la ville, mais une ville en dehors, loin du centre. Les bonnes volontés n'y manquent pas. Des associations qui veulent donner un avenir aux enfants, comme celle d'Amina Segeg. Ici, c'est du soutien scolaire, avec des règles, comme à l'école. Les filles, elles se dévoilent pour après accéder dans les salles pour faire leur soutien. Et en repartant, elles remettent leur voile et... Ce sont les parents eux-mêmes qui ont demandé ce règlement. Ils pensaient ainsi lutter contre la radicalisation de certains jeunes. Qu'est-ce que vous faites? Pourtant, 2 sœurs sont parties en Syrie fin 2014. Des élèves sérieuses de 16 et 17 ans que tous connaissaient bien. Pendant 6 ans, elles étudiaient ici. On a essayé d'appliquer les règles de la laïcité, les règles de la loi, de l'école, mais quand même on n'a pas réussi à les retenir. Ça n'a pas suffi à les retenir. Et aujourd'hui, on se sent démunis. Qu'est-ce qu'on fait? On a aujourd'hui peur pour tout cela. Ces jeunes-là sont-ils des victimes potentielles? Eux se sentent loin de l'endoctrinement. Une personne, par exemple, qui vit avec moi et d'un coup part en Syrie, pour moi, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je pense qu'il a été comme un lavage de cerveau, quoi. Mais ils ont rencontré des mauvaises personnes. En 2 ans, plus d'une 50aine de jeunes auraient quitté Nîmes pour rejoindre Daesh. Au moins 6 seraient morts. Difficile d'obtenir les chiffres exacts car ils touchent à la sécurité nationale. Et puis les familles parlent peu ou pas du tout. Trop de honte, de culpabilité, de peur. Nous avons pu rencontrer Myriam et Ouda, 2 mamans dont les fils sont partis. Un mois avant qu'il parte, il est un peu bizarre. Elle n'arrête pas de prier. J'ai vu qu'il a changé et voilà. Pas de télé, pas de discussions comme avant, on ne mangeait plus ensemble. Tout ça a changé, il s'enfermait dans sa chambre. Il n'allait presque plus à l'école. Un jour, il m'a demandé, maman, habille-toi. J'ai dit, pourquoi je suis bien habillée? Non, il m'a dit pas comme ça, maman. Comment alors? Il veut faire que je fasse le foulard, le machin. Issam et Michael sont partis à 21 et 16 ans. En Syrie, ils ont appris les armes. Ils ont donné quelques nouvelles, mais leurs échanges sont contrôlés par Daesh. Et s'ils commencent à douter, ils sont envoyés sur les fronts les plus dangereux. C'est peut-être comme ça qu'Issam est mort. Michael, lui, est toujours là-bas. Et leurs mamans témoignent aujourd'hui pour que d'autres parents soient conscients que des recruteurs menacent leurs enfants dans la cité. C'est des gens qui fréquentent la mosquée, qui sont plus âgés qu'eux, qui ont les 35 ans, les 30 ans, 40 ans. C'est des mafias, c'est un commerce. C'est un commerce de jeunes humains. Oui, les jeunes, oui, ils sont payés pour ça. Et oui, c'est pas gratuit qu'ils le font. Les recruteurs sont payés pour trouver des jeunes. Oui, il y en a qui sont d'ici, il y en a qui sont d'ailleurs. Et qu'on voit les matricules de voitures qui dans le nord de la France, dans le sud de la France, mais des belles voitures. On vit avec ces gens-là. Ils nous connaissent, ils connaissent nos enfants qui ne sont pas là. Et vous craignez pour votre sécurité? Oui, on a des enfants aussi. Ils leur disent pas peut-être vous partez à la mort. Vous voyez où vivent les gens là? C'est des ghettos. L'apartheid dont parle le Premier ministre, social, humain, voilà. Dans ces quartiers de Nîmes, le taux de chômage moyen est de 45%. Il y a un état d'exclusion, il n'y a pas de travail. Et puis même lorsque des jeunes qui ne sont pas du tout pratiquants, lorsqu'ils vont même dans une boîte de nuit, on ne les laisse pas rentrer parce qu'ils ont les cheveux crépus. Tout ça, ça facilite aux recruteurs un discours, leur dire comment vous êtes traités dans ce pays-là, on ne vous respecte pas, on vous autorise à rien faire. L'islamisme radical reste extrêmement minoritaire. Mais pour que la parole se libère, ces jeunes embrigadés devraient être considérés aussi comme des victimes. C'est le combat des associations de quartier. Leur cri d'alarme, depuis 1 an, commence enfin à être entendu. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.
Coup de projecteur sur la deuxième édition de la Fashion Week de Beyrouth. Abed Mahfouz, Shadi Zaineddine, Georges Robeika, les grands couturiers libanais étaient au rendez-vous pour présenter leur collection Printemps-été 2016. Inspirés par le succès international de ces créateurs, de plus en plus de jeunes Libanais se lancent eux aussi dans la mode grâce au soutien d'Espace Créatif, une ONG qui offre une formation gratuite en design de mode. Reportage. Le Forum de Beyrouth transformé en temple fashion. L'occasion pour les designers de développer leurs plus belles pièces lors de la Fashion Week Printemps-été 2016. Au premier rang des défilés de la mode à Beyrouth, la collection Aberit du Libanais Shadi Zaineddine. Ce maître de la haute couture qui a habillé les plus grandes stars, Madonna, Lady Gaga ou encore l'actrice et chanteuse mexicaine Thalia. Une collection tout en fraîcheur et liberté où le vieux Beyrouth est remis au goût du jour. Néo-romantique, princesse moderne, glamour, Shadi Zaineddine réserve cet été à la mariée une robe revisitée qui garde encore des inspirations traditionnelles. Beyrouth est une capitale de la mode et nous sommes en concurrence avec les grandes villes internationales. Beyrouth est ma ville, mon rêve, et je reviens avec cette belle collection montrant le vieux Beyrouth à Berit. J'espère que vous l'avez aimé. C'est d'ailleurs le défi que s'est lancé les organisateurs de la Fashion Week libanaise qui en sont à leur deuxième édition. À Beyrouth, nous voyons ce qui se passe sur le plan politique et la situation avec la crise des ordures, avec tout ce qui se passe autour de nous. Au milieu de tout ce chaos, nous essayons de prendre une initiative personnelle, redonner confiance aux Libanais dans leur pays. Nous leur apportons la mode, nous voulons leur faire croire à nouveau dans ce pays qui a longtemps été une référence de la mode dans la région. Créativité et flexibilité, deux ingrédients de la culture libanaise de la mode que l'on retrouve chez Abed Mahfouz. Le célèbre couturier propose l'image d'une femme séduisante, légère et sensuelle. La semaine de la mode prouve aux gens qu'au Liban, on s'en sort et on travaille fort en dépit de la situation dans la région. En toute modestie, au Liban, nous nous considérons les premiers. Abed Mahfouz, Elie Saab, Georges Robeika ou encore Zouher Mrad, inspirés par le succès international de ces créateurs, de plus en plus de jeunes se lancent dans la mode. Dans les locaux d'Espace Créatif à Beyrouth, ces futurs designers ont du talent, du flair et l'impulsion de créer. Ils sont libanais, palestiniens, syriens, ils proviennent de milieux défavorisés et ont obtenu une formation gratuite en création de mode. En choisissant Espace Créatif, j'ai fait le bon choix professionnel. La fondation m'a poussé à étudier le design. Ce n'est plus qu'un hobby. Ces 3 années feront une grande différence dans ma vie. J'ai un endroit pour travailler, du matériel à ma disposition. Dans les autres écoles, les designers payent très cher pour acheter leur propre matériel et leurs vêtements. Je suis vraiment à l'aise ici. Même si la formation n'est pas reconnue comme un diplôme universitaire à part entière, elle permet tout de même l'avancement professionnel de ces diplômés. C'est très important. Sarah a rendu accessible aux jeunes défavorisés le monde du design. Ici, nous nous sentons à la maison, nous ne nous sentons pas stressés. Fondé en juin 2011, Espace Créatif souhaite rendre accessible aux jeunes le monde du design. Un univers si aliénant par le coût des formations professionnelles et la prétention de son industrie. C'est un programme d'une durée de 3 ans. Nous avons 10 étudiants de différentes origines qui viennent tous les jours, du lundi au vendredi.
Nous travaillons avec différents designers qui enseignent ici gratuitement et donnent des cours de couture, fabrication de modèles, de drapage et de dessin. Espace Créatif a aussi développé une marque de prêt-à-porter décontractée et tendance. Les profits sont réinvestis dans le programme d'éducation de la Fondation. Dans ce second volet dédié aux collections prêt-à-porter de l'hiver 2016-2017, Karl Lagerfeld pour Chanel et Sidney Toledano, PDG de Dior, se prononcent sur la tendance du See Now, Buy Now, ou le pouvoir d'acheter dans l'instant ce que l'on voit sur les podiums. Et aussi, dans un entretien exclusif, Paul McCartney nous parle de son admiration pour sa fille, la créatrice Stella. La question est aujourd'hui primordiale. Faut-il bouleverser le rythme des Fashion Week, pouvoir acheter dans l'instant ce que l'on voit? Londres et New York sont pour, Milan et Paris contre. Alors, pour son prêt-à-porter de l'hiver prochain, Karl Lagerfeld pour Chanel va défendre le principe de plaisir. Chacun rêve d'assister au défilé assis au premier rang. Il propose donc à ses 2500 invités un premier rang et recrée l'atmosphère de la maison de couture de la rue Cambon sous la coupole du Grand Palais. Et pour parcourir les 740 mètres de moquettes écrues, il fait porter aux mannequins de bonnes chaussures. J'aime beaucoup cette idée de porter des bottes de cheval avec une robe du soir, comme la jupe que vous pouvez ouvrir ou fermer à volonté. Pour la fête, j'ai remplacé le canotier Chanel par un casque d'équitation, une bombe comme on dit en français, que vous pouvez également porter à bicyclette ou à moto, parce qu'il est en cuir et plutôt résistant. Le fleuron du groupe LVMH, Dior, défend bec et ongle ce principe d'exception créative. Les groupes de luxe s'appuient sur la force d'innovation des studios, le savoir-faire patrimonial des ateliers. Ils doivent vendre, bien sûr, mais n'ont aucune envie de céder à la tentation d'écouler des produits de masse sur Internet. Ce défilé nous sert à passer, il y a une âme qui passe, il y a un désir qui naît, et à ce moment-là, on se dit, bon, c'est à partir de ça qu'on va définir un petit peu ce qui va se mettre en place, les vitrines, les campagnes, etc. C'est vraiment le là, c'est comme si on disait, voilà, on met au frigo les choses, et quand vous mettez les choses au frigo, elles perdent leur goût. Depuis le départ de Raf Simons, Dior recherche toujours un nouveau capitaine. La collection a été confiée pour la seconde fois au duo maison de stylistes suisses, Lucie Mayer et Serge Ruffieux. C'était très cool et jeune, et c'était pas trop parfait. C'était un peu comme si j'avais enfilé cette robe ou ce manteau, et en fait c'était du Dior. J'ai aimé que ce soit autant rock'n'roll, c'est cool. Numéro 2. Écoutez bien cette voix qui égrène sobrement les numéros des modèles. Numéro 3. Number 3. C'est celle de Bénédicte qui le faisait au temps des défilés haute couture d'Yves Saint-Laurent. Pour sa 23e collection, Hedi Slimane a rendu hommage aux brillantes années 70 du maître, à la scandaleuse collection présentée en 71 qui s'inspirait des années d'occupation. Les 42 modèles ont été réalisés dans les ateliers Saint-Laurent de Paris et Angers. Hedi Slimane est annoncé sur le départ, mais il pourrait très bien relancer une haute couture Saint-Laurent. Car la création de mode est souvent affaire de passation, professionnelle ou personnelle. Combien de fils d'eux ou de filles d'eux ont enterré des noms illustres? Ce qui n'est pas le cas chez les McCartney. Je me sens bien. Je me sens toujours bien parce que c'est mon bébé. C'est ma fille et je pense qu'elle est formidable. Je pense que c'est une des meilleures créatrices du monde. La meilleure, je dirais. Je pense que ses créations sont belles, très jeunes cette année, très spirituelles et faciles à porter. Je pense qu'à ses débuts, les gens se disaient « elle a juste un nom connu ». Il fallait qu'elle fasse ses preuves. Et elle les a faites. Stella McCartney a réinterprété dans une seule collection l'ensemble de ses basiques. Stella McCartney, c'est le raffinement, c'est la douceur, il y a quelque chose de toujours très tendre dans ses vêtements, quoi. C'est très féminin. Mais au-delà de ses créations, c'est l'engagement éthique de la griffe qui continue de séduire ses adoratrices. Premièrement, j'aime qu'il n'y ait pas de fourrure, que les animaux ne souffrent pas. C'est aussi pour cela que j'aime beaucoup Stella McCartney. C'est chic, décontracté, je le décrirais comme ça. Le corps n'est aucunement contraint. L'important est d'éprouver des sensations.
L'émotion que l'on ressent à la seconde où on enfile un vêtement, s'il nous va serré, s'il nous maintient, s'il nous va ample, ça joue sur l'attitude et j'y suis très sensible. On ne peut travailler dans la création de mode si l'on n'est pas hypersensible. Chaque pièce de la griffe japonaise Sakai a été inspirée d'un seul mot, amour. Tout d'abord, je commence par créer les matières. Je peux alors commencer à travailler sur les concepts de sensibilité. Un toucher doux ou dur. C'est après cela que les silhouettes prennent forme. De toute façon, j'essaye toujours moi-même chaque pièce avant de savoir si elle rejoindra la collection ou pas. Iris Van Herpen approfondit l'analyse des sensations. Son terrain d'étude, le rêve lucide. Ce rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver et de pouvoir contrôler son rêve. Ces modèles, faits de soie, de bois et de laine, sont vus au travers d'un film qui distord les ondes lumineuses utilisées dans les écrans de télévision. C'est vraiment un bon exemple pour savoir comment percevoir la réalité et la non-réalité. Choisir ces matériaux a été pour moi une grande source d'inspiration. Des matières qui trompent vos yeux et qui changent votre perception. Iris Van Herpen fournit une réponse artistique en forme d'interrogation philosophique aux bouleversements actuels qui enflamment l'univers de la mode. Qu'est-ce qui est vrai? De quel point de vue faut-il voir la réalité? Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.